Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous de tous les lundis hebdomadaires, chaque semaine sur TF1. Il n'y a pas photo. Pour parler ce soir des histoires étonnantes et drôles des sauveteurs. On peut être étonnant et drôle quand on est sauveteur. Vous allez voir tous ces gens qui risquent leur vie au quotidien pour nous sauver la vie. C'est sûr, entre eux et nous, il n'y a pas photo. Démonstration tout de suite avec le sommaire. Au hit parade des sauvetages spectaculaires, les rescapés des flammes sont en tête. Nous avons sélectionné pour vous des images brûlantes où le courage frise parfois la folie. Attention ce soir, on vous met le feu. Pompier, c'est une merveilleuse vocation. Chez les Béziades en Gironde, c'est aussi une affaire de famille. Nous vous présenterons Sandrine et Pascal, une fille et un père unis dans une même passion, sauver des vies. C'est le sauveteur le plus célèbre de la télé. David Hasselhoff doit sa célébrité à la série Alerte à Malibu. Un personnage sexy et de superbes sirènes comme partenaire. Voilà le secret du maître nageur le plus couru de la planète. Bernard Kouchner, c'est le monsieur humanitaire français, mais c'est aussi un homme qui adore les projecteurs. Georges Chatouchine nous dira la vérité du plus médiatique de nos docteurs sauveteurs. Il y a le sable, le soleil et la mer qui peut devenir dangereuse, très dangereuse. Heureusement, là encore, des sauveteurs mettent leur vie en péril pour vous sauver des eaux. Ce n'est pas le bavardage, mais le courage qui caractérise le perroquet le plus célèbre de Grande-Bretagne. Ricky a permis de sauver une mère et ses deux petites filles. Comme tout héros, il a eu droit à sa médaille. Nous vous emmènerons en Russie dans une école de garde du corps exclusivement réservée aux femmes. Qui a parlé de sexe faible? Certainement pas Stéphanie, ancienne garde du corps de Valéry Giscard d'Estaing, qui viendra en fin d'émission nous enseigner le b.a.-ba des gestes d'autodéfense. Et oui, nous parlerons troisième partie de ces femmes de choc qui sont costauds là et puis costauds là et qui sont soit garde du corps, soit sauveteuses, en tout cas qui font des trucs formidables. Et puis, comme d'habitude, maintenant le lundi, au cours de cette émission, 2 appareils photo à gagner, un pour le public ici présent et un pour vous, téléspectateurs qui nous regardez. Alors pour nous accompagner pendant cette petite heure et demie passée ensemble, eh bien 2 invités ce soir comme d'habitude. La première invitée, oh là là, moi j'aimerais me noyer juste pour qu'elle vienne me sauver. C'est une véritable championne, c'est une amie, Muriel Hermine. Bonsoir Muriel. Notre deuxième invité serait peut-être un petit peu moins bon s'il s'agissait de me sauver. Cela dit, les sauveteurs, il en parle tous les mois sur TF1. C'est un ange gardien, lui aussi à sa façon, notre camarade Jacques Legros. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Vous allez bien? Bonsoir, on va bien. Ça va Muriel? Très bien. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu depuis un 27 décembre, je crois, la dernière fois on s'est vu. Mais je Dans me un sens Y a pas bien photo avec spécial. vous, alors, Il faisait moins chaud, le 27 décembre. Oh oui. Oui, mais enfin, non, il y avait une gaieté sur le plateau, je me rappelle. C'était très bien. Alors, 4 fois championne, on va pas répéter à chaque fois votre Oui, palmarès d'enfer. Vous êtes une des Ça grandes. fait vieille en plus. Bon, pas du tout, bah, tiens, Merci. une grande sportive française. On sait aussi que depuis juin 99, vous avez votre spectacle Crescendo dans le parc Disney. Dans le village. Dans le village. Ce qu'on sait le moins, c'est que vous êtes très intéressé par les problèmes de sauvetage, de sécurité, etc., etc. Je crois même que vous avez. On parlera de garde du corps tout à l'heure et de gens qui font de la protection rapprochée, oui. les femmes comme ça. Vous avez, je crois, fait de la protection rapprochée. Vous faites une école de protection Oui, rapprochée. absolument. J'ai fait une formation de garde du corps à une époque et j'ai un peu vu ce que c'était et franchement, c'est très impressionnant. Vous verrez, on en aura C'était quelques-unes une belle expérience. qui nous feront des démonstrations en troisième partie. Jacques Ouais. Legros, vous. On va encore manger. J'ai l'impression qu'ils aimeraient bien que ce soit vous qui Oui. soyez. Jacques, puisque vous prenez la parole,
plein les yeux. C'est uniquement du sauvetage, et vraiment du sauvetage live, la plupart du temps en tout cas. C'est beaucoup, c'est beaucoup de sauvetage, c'est beaucoup la morale du sauveteur et du sauvé, et les relations qu'ils peuvent établir et ce lien unique entre une personne qui a été sauvée et son sauveteur. Alors nous, si on a voulu parler des sauveteurs ce soir dans Il n'y a pas photo, c'est que, à part dans l'émission de Jacques Legros, on ne leur rend pas assez hommage. Et pourtant, ce sont des personnes, vous le savez, qui risquent leur vie tous les jours pour protéger la nôtre. Notamment, bien sûr, les pompiers qui pratiquent l'un des métiers les plus dangereux qui soient, comme le prouvent ces documents spectaculaires que nous avons sélectionnés pour vous. Nous sommes en Pennsylvanie. Une maison de retraite a pris feu en pleine nuit dans le centre-ville. Rapidement, les flammes deviennent incontrôlables. C'est alors que les pompiers aperçoivent sur le toit, au-dessus du 2e étage, Howard, 83 ans, prisonnier du feu. Il faut agir d'extrême urgence car le toit menace de s'effondrer dans les flammes. Difficile de placer une échelle au milieu du brasier, pas évident non plus d'arroser pour couvrir une intervention car la pression surpuissante du jet pourrait faire tomber Howard. Tim Allen, le pompier, sait qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il grimpe, réussit à agripper Howard et lui sauve la vie. Quelques secondes plus tard, le toit s'écroule. Au total, 12 personnes seront sauvées des flammes, mais 4 sauveteurs auront été blessés, dont 2 grièvement. La difficulté avec le feu, c'est quand il se déclare dans de grands immeubles, comme ici à Honolulu, sur l'île d'Hawaï. Les échelles sont trop courtes pour atteindre ce qu'il faut secourir. Elles ne vont que jusqu'au 7e étage et une femme est bloquée par les flammes au 25e. Dans l'impossibilité d'échapper aux flammes qui se sont engouffrées dans sa cuisine et dans le salon, elle se tient dangereusement debout sur le rebord de sa fenêtre. Seule la porte de sa chambre à coucher la protège encore. Un rempart qui ne pourra pas tenir plus de quelques minutes. Pendant que des pompiers grimpent jusqu'à son appartement, on arrose abondamment la victime qui commence à suffoquer. Là aussi, la manœuvre est risquée. La puissance du jet peut en effet la faire basculer dans le vide. Un pompier parvient finalement à s'engouffrer dans l'appartement, saisit la femme et la sauve sous les acclamations de la foule attroupée en bas de l'immeuble. Gravement brûlée, elle a survécu et s'est aujourd'hui parfaitement remise. Nous sommes toujours aux États-Unis, mais cette fois, un incendie s'est déclaré dans un immeuble de Boston. Une petite fille est prisonnière au 1er étage de l'immeuble. L'intervention du lieutenant McGilly a été ultra rapide, mais la petite fille asphyxiée a cessé de respirer. Les ambulances ne sont pas encore arrivées. Le lieutenant entame alors une séance de bouche à bouche, dernière chance pour l'enfant de s'en sortir. Parents et badauds retiennent leur souffle, c'est une question de minutes. Le pompier s'obstine, n'abandonne pas ses efforts. Des efforts qui vont finir par payer. Pour le plus grand bonheur de ses parents et des sauveteurs, le cœur de l'enfant se remet soudain à battre normalement dans sa poitrine. Elle respire à nouveau. Les secours médicaux arrivent enfin pour lui donner les premiers soins d'urgence. Grâce au lieutenant McGilly, à ses réflexes et à son obstination, une vie de plus aura été sauvée. Alors on vient de voir des pompiers à l'œuvre. Pompier, c'est un métier où on est très souvent mal payé. Souvent même on est bénévole, complètement bénévole. C'est une vraie vocation qui peut se transmettre même de père en fils ou en fille, Laurent. Et oui, dans la famille pompier, je voudrais le père, Pascal, et la fille, Sandrine Béziane, mesdames et messieurs. Bonsoir. Donc, tu veux embrasser votre fille? Merci, ça fait plaisir. Enfin que j'embrasse un pompier, moi. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Pascal, vous avez un très joli prénom Pascal. Merci. Merci. Vous êtes pompier à la Brède en Gironde, belle région s'il en est. Vous êtes pompier depuis combien Pascal? 30 ans, c'est ça? 34 ans, exactement. 34 ans. Oui. Et il a bien l'accent du sud-ouest. Hein. Et vous... Très fier de l'être. Bel accent. Et vous Sandrine, à 25 ans, vous êtes déjà pompier depuis une petite dizaine d'années. Ça fera 10 ans la fin de l'année. Alors, qu'est-ce qui vous a donné le virus? Comment on commence à faire le pompier à 15 ans ou 16 ans?
Ça a commencé grâce à mon papa. Et puis par la suite, c'est vrai que papa était routier, donc on ne le voyait pas très souvent la semaine. Oui, parce qu'on le redit, Et, c'est important, vous êtes pompier bénévole. C'est-à-dire non, qu'en plus, vous avez une autre... volontaire. Volontaire. Ça veut dire que vous avez un autre métier à côté, Absolument. mais que vous abandonnez tout, on va le voir tout à l'heure, métier, famille, etc., quand il s'agit d'intervenir. Voilà. Tout à fait. Et donc, en voyant papa et en fréquentant Ouais, cet en univers, voyant papa, en entendant ses récits, c'est vrai que quand on est petite fille, bon, c'est un peu le héros, quoi. Il racontait tout ça, les feux de forêt, les inondations, les chats dans les arbres, des trucs comme ça, quoi. Et puis donc Du plus anecdotique au plus grave. quoi. Ouais, voilà, on a tout entendu, quoi, avec ma petite sœur. La semaine, donc, il était routier, le week-end, il était pompier, donc pour le voir, en fait, avec maman, on allait le voir à la caserne le week-end, donc... Alors justement, c'est ça qui est étonnant. Moi, j'ai une petite fille qui a 5 ans. Si à 16 ans, je devais la mettre sur une voie, elle serait peut-être pas pompier parce que le père, il a peur normalement. Comment vous êtes fier de lui avoir transmis ce virus du danger quand même quelque part? Je crois que tous les parents sont fiers de transmettre quelque chose à leurs enfants. Bon, quand j'allais à la caserne, je démarrais de la maison, je l'amenais à la caserne avec moi, j'étais fier de promener, de faire voir ma fille, bon, déjà toute petite. Et puis c'est vrai que, bon, quelque part, quand même, on est fier d'avoir une grande fille comme ça, quand même. comment la maman a réagi quand la petite Sandrine, 16 ans, lui a dit « Voilà, maman, je vais devenir pompier ». Alors, maman, C'est papa qui s'est fait attraper. voilà. En fait, il faut signer une autorisation parentale donc, lorsqu'on rentre à 16 ans, et c'est clair que c'est pas maman qui a signé. C'est papa. C'est papa. Et Elle voulait pas maman en fait ne voulait pas parce qu'en fait elle voulait me protéger Bien et sûr. elle avait peur pour moi Une parce réaction de qu'à maman, l'époque bon j'avais l'école, je faisais aussi du basket Ouais, depuis très aussi. longtemps, donc ça faisait beaucoup de C'est choses. beaucoup de choses. Ouais. Cela dit, maman, qui est quand même quelqu'un de très bien, salut maman, maman donc à 16 ans quand j'avais pas la voiture, se levait la nuit pour m'emmener en intervention à la caserne. Ah oui, quand Donc, même. maman C'est-à-dire a qu'elle quand même a respecté votre décision. Tout à fait, Oui, oui. tout à fait. Vous avez sauvé beaucoup de gens en 10 ans. Oui, par exemple, un camion où nous étions tous les deux, on a mis 2 heures pour essayer de sauver cette personne. Et le docteur du SAMU nous a dit, si dans 10 minutes vous n'avez pas fini, on coupe la jambe sur place. Et Parce qu'en fait, c'était un grave accident de circulation. Le camion était sorti de l'autoroute et puis contre quoi il avait été buté un arbre, je crois, Dans les pins, dans les quelque pins, chose comme dans ça. les pins. Et donc en fait, tout le devant de la cabine était complètement revenu sur le conducteur et il pouvait absolument pas bouger. Donc on a dû tout désincarcérer. Et il faut savoir qu'une manœuvre déjà de désincarcération sur une voiture, c'est très long. Les incarcérés, pour qu'on comprenne bien, c'est enlever toutes les tôles voilà. Toutes les pour tôles accéder pour sortir la personne. Voilà, pour Toutes pouvoir les sortir la tôles, personne. Alors c'est vrai que bon, on avait 2 véhicules, mais ça a été très long, très difficile. Et 2 heures, effectivement, 2 heures d'intervention. à la fin, on nous a imposé un truc. On nous a dit bon, Eh bien, si vous finissez pas un dans compte 10 à rebours. minutes, voilà un compte à Il rebours. faut lui couper la jambe Il va falloir pour lui couper la l'emmener, quoi. jambe. Et finalement, on a réussi. On a réussi à le sauver, il est parti en hélicoptère. Et bon, là, on a su qu'il avait conservé sa jambe, il n'était pas en bon état, mais bon, là, on l'a su. On l'a su Voilà. parce qu'on Et a là, on eu est des heureux. nouvelles avec le Ah bah oui, docteur on du est SAMU. content. Et puis il y a quand même Oui, des content, choses. content, Il y a bien quand sûr. même des choses aussi comme les naissances, par exemple. C'est Naissance super aussi, sympa. oui. Ah oui, On ça, Vous faites aussi ça- les naissances? Ouais, on Ah fait oui, tout. oui, On oui, fait tout. bien sûr, bien sûr. Le propre du pompier, c'est d'être polyvalent. Ouais. Alors, C'est les ça, la naissances, règle. c'est quoi les naissances C'est sur le ça, bord de la la route? Tout ça? Presque. Presque. On va être dans la Eh bien, voiture, écoutez, là, une ambulance privée transporte une maman, enfin pas le bébé parce qu'il n'était pas encore sorti. Elle le transporte à l'hôpital de Bordeaux. L'ambulance privée tombe en panne, donc ils nous ont appelés. Pas de chance, On a mis la maman dans notre ambulance à nous. On n'est pas reparti. Et l'ambulance n'a pas démarré, le bébé est né dans l'ambulance. Là, ce qu'il y a de bien pour ce petit bébé-là, c'est qu'après, ils sont revenus à la caserne et qu'ils nous ont offert un petit pot. Ça a été sympa, ils nous ont remerciés. Et en fait, la caserne parraine un petit peu le bébé. C'est-à-dire que tous les ans, ils nous envoient des cartes de vœux, on s'échange des trucs, on lui a offert une gourmette, on Ça, fait des c'est le choses comme côté, ça. Quoi. le côté c'est Sympa. pas la chose qui. Et plus tard, qui le bébé réjouit. sera pompier. Peut-être. Son papa est pompier, volontaire. Ah bah alors, ils sont tous pompiers là-bas. Alors avant de vous faire continuer votre histoire sur ce plateau, on a voulu nous aller voir un petit peu à la Brède comment ça se passe dans cette famille assez peu ordinaire. Regardez. Vous partez pour la commune de Martignac pour des chutes de cyclistes. Il n'y a pas de voiture au code. Et le jour de la veille et le jeudi de la Vendée. Apparemment, de la Vendée.
Et être pompier, c'est une vocation, ça c'est certain. Parce qu'ils s'y donnent vraiment à fond. Ça, c'est autant mon mari que Sandrine, ils s'y donnent vraiment à fond, tous les deux. Même quand toute petite, elle disait je serai pompier, je partirai avec papa. Bon, je disais ça va passer. C'est pas un métier de femme. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut surtout pas lui dire. Elle avait plus ou moins un esprit déjà tout feu, tout flamme. Très souvent, oui, on partait ensemble, quoi. Mais bon, la vie privée, quand on rentrait dans les véhicules, c'était carrément mis de côté, quoi. Il n'y avait plus de Sandrine, quoi. C'était un sapeur-pompier, quoi. J'avais peur pour elle et je trouvais quand même que c'était un métier dangereux pour une fille. Sandrine était une fille qui est très volontaire, qui a beaucoup de caractère, qui est indépendante. J'ai toujours été fière de ma fille. Ils sont très, très persévérants, autant l'un comme l'autre. Il ne faut pas leur dire tu n'y arriveras pas parce qu'ils feront tout pour y arriver. Établissement de LDT en reconnaissance. Faut pas oublier quand même que ce ne sont que des êtres humains. Ils peuvent être choqués par certaines choses. Moi, j'aurais pas pu être pompier, non. Non. Pascal, est-ce qu'il vous est arrivé de trembler, peut-être en étant avec elle en intervention, de trembler pour elle? Oui, parce qu'il y a quand même des interventions qui sont plus délicates. Bon, par exemple, on a eu la tempête, tout le monde a vu la tempête, ce que ça avait donné. C'est vrai qu'on a fait des interventions qui ont été chaudes, parce que couper un arbre en temps normal, c'est rien du tout. Ouais. Couper un arbre dans des conditions comme ça, c'était assez dangereux. Forcément, elle a fait des trucs où, bon, je disais, bon, peut-être pas trop habitué quand même, parce que c'est vrai que, bon, moi, je monte sur la toiture, je sors mes rangers, j'y vais à pied de chaussettes parce que ça glisse moins. Ouais. Bon, tout le monde ne le fait pas. Bon, alors c'est vrai que j'ai Mon expérience. Oui. Il arrive que Je sais que tu le fais maintenant, mais au début, j'avais pas vu que tu l'avais fait. Donc, sur un quartier précis. Au début, tu m'as montré, quoi. C'est oui, clair bien sûr, que bien quand sûr. on rentre, on sait pas tout, donc... Elle est susceptible, hein. Et attendez, quand vous êtes en intervention, alors par exemple, là, vous la reconnaissez sous le casque, avec ses cheveux. Bien sûr. Et si par exemple vous allez dire, bon allez, toi, vous allez dans le feu. Est-ce que vous dites non pas toi, et toi, Ils se gênent. ils gênent? Mais non, ils m'envoient, bien sûr, vous comme tout le envoient. monde. Et vous vous dites jamais de temps en temps, sur ce truc-là, je préfère qu'elle n'y aille pas parce qu'on sait jamais, quoi. Non. Sandrine a du caractère. Sandrine sait ce qu'elle fait. J'ai totalement confiance en elle. Ça se voit. Non, je me vois pas dire non, toi tu fais pas ça parce que tu es ma fille, c'est trop dangereux, je vais envoyer quelqu'un d'autre. Non, ça je peux pas. Ce qu'il y a en fait, c'est que son but, c'est pas de me protéger forcément à moi, il protège tout le monde. Oui, Donc, vis-à-vis de il a- l'équipe, Voilà, ce c'est serait pas bon s'il y a quelque pour les chose- Même à la limite, s'il y a quelque chose de dangereux à faire, moi j'ai vu par exemple pendant la tempête, c'est vrai que comme il racontait, il y avait des toits où c'était extrêmement glissant, où il fallait se servir d'une tronçonneuse. Bon, c'est vrai que déjà, se servir d'une tronçonneuse, tout le monde n'est pas forcément un pro de la tronçonneuse, c'est Ouais. pas mon cas, hein. Quoique. Et donc, Vous y êtes mis ouais, voilà. Bon, c'est vrai il fallait monter sur des toits, tronçonner, des choses comme ça, où ça glissait, où il fallait bâcher. C'est vrai que c'était pas des trucs Et évidents. vous, à l'inverse, est-ce qu'il vous arrive de trembler pour lui?
Oui, là, par exemple, pour ce type d'intervention, pour la tempête, c'est vrai que j'ai eu peur. Ouais. Vous êtes magnifique, vous avez des beaux yeux, des cheveux magnifiques, etc. Est-ce que quand vous êtes très féminine, est-ce que quand vous êtes dans l'uniforme, vous changez, vous transformez, vous êtes moins féminine, vous êtes plus fonceuse? Est-ce que vous avez une transformation mentale par rapport à l'installation de l'uniforme et du casque, etc. Alors, le fait que je sois une fille, c'est à la limite, c'est secondaire. C'est une option, quoi. Je veux dire, au départ, je suis pompier volontaire, c'est tout. Vous êtes d'abord pompier volontaire et après vous êtes une femme. Voilà, après il y a des filles et des garçons, bon, c'est comme ça quoi. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des bruns, il y a des moustachus. Elle n'a pas dit il y a des ronds. Non, il n'y a pas de ronds. Mais cela dit, vous dites c'est une option, mais il y en a un qui a considéré que c'est une option qu'il pouvait choisir, c'est le futur mari qui était pompier et je crois que c'est à la caserne que tout ça s'est un peu noué. Ben ouais. Ben oui, Et papa était témoin de tout ça? Oui, bien sûr. Et le mariage pour... Le 22 juillet. Le 22 juillet. Comment papa, commandant de la caserne de pompiers, il a vécu l'histoire d'amour là qui se nouait sous ses yeux? Une fois ou deux, j'ai peut-être tiqué un peu parce que je trouvais que tu abusais un peu de ça, mais... C'est-à-dire de quoi? De quoi Le débriefing, l'intervention était un peu long avec Christophe, j'ai dit quand même, bon, voilà. Non, mais bon... Ah, vous n'étiez pas content pour ça quand même, hein? Service quand même, hein? Ah oui, service, c'est normal. Et vous êtes, excusez-moi, question totalement indiscrète, si vous ne voulez pas me répondre, vous ne répondez pas. Vous faisiez quoi pendant le débriefing? Débriefé? Il dit que c'est long le débriefing, donc il a 30 ans de métier, c'est ce que c'est un débriefing, ça dure 5 minutes. Non, mais non. Quoi non? On débriefait. D'accord. Il débriefait. Vous serez sans doute bientôt, en tout cas on vous le souhaite, Sandrine, maman. Bien sûr. Est-ce que c'est compatible avec, alors là pour le coup, femme on l'a compris, c'est en option. Maman c'est un petit peu moins en option, c'est compatible avec une activité au feu comme ça et dangereuse? Alors, c'est tout vu, il y aura une grosse parenthèse jusqu'à l'école. Cela dit, après, c'est possible, je veux dire, les 3 autres femmes qui sont chez nous sont mamans, sont mariées, bon donc c'est possible. Mais comment elles vivent ça quand même parce qu'il y a toujours la notion du danger. Qui doit être quelque part dans la tête. Allez-y, Sandrine. Il faut avoir... Elle a coupé Sandrine, Pascal. Hein. Il n'a pas le mode d'emploi encore. Hein. Je vais lui expliquer, vous allez voir. Faut que j'apprenne la tronçonneuse. Non, mais il faut avoir quelqu'un, il faut avoir un mari très tolérant quoi, et patient. Merci à vous deux. Bravo à tous les deux, bravo. Les sauveteurs, eux aussi, ils ont leur star, en tout cas au ciné et à la télé. Et le plus musclé, le mieux entouré, c'est bien évidemment David Hasselhoff, le héros d'Alerte à Malibu. Et pour nous en parler, mesdames et messieurs, quelqu'un qui aurait pu être sauveteur dans un joli maillot de bain rouge. D'ailleurs, elle a rencontré le sosie de Pamela Anderson il n'y a pas longtemps. Ça aurait pu lui donner des idées. Sophie Talman. Bonsoir Sophie. Vous avez votre brevet, vous avez déjà sauvé quelqu'un? Non. Jamais? Non. On va pas sauver. Par exemple, moi je suis dans une rivière, je suis en train de me noyer, qu'est-ce que vous faites? Je vous laisse couler. Je me sens mal. Je me sens mal. Je me sens mal, qu'est-ce que vous faites? Vous me laissez couler dans l'eau? C'est comme la blague, tu vas mourir. Racontez-la, allez-y Sophie. Non, je me permets pas. Racontez-la. Non. Allez-y Sophie. Vous voulez parler de la blague où le garçon se fait piquer par une grosse vipère? C'est un homme qui se fait piquer par une vipère à un endroit bien précis de son anatomie, en plein désert. Et il est il agonise, il dit qu'est-ce que je peux faire et tout. Et il y a quelqu'un qui est à côté de lui, il lui dit écoute, pour te sauver, en fait il téléphone parce qu'il dit il faut que je me renseigne, attends. Bon, il trouve quand même un téléphone, maintenant on a des portables, ça passe très bien. Donc il appelle son copain et il lui dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Il vient de se faire piquer, donc son copain lui explique au téléphone, écoute, faut que tu suces la plaie. Et il y a l'autre qui est sur le point de mourir, il dit qu'est-ce qu'il dit? Il dit tu vas mourir. Elle est mignonne. Oh, il est tard. Alors Sophie, on va revenir au sauvetage. Ouais, on va revenir au sauvetage. On va parler de héros sauveteurs et celui qui a popularisé les sauveteurs, maître nageur sauveteur, c'est quand même David Hasselhoff avec sa fameuse série Alerte à Malibu. Et surtout, ce qu'il a réussi à faire, c'est à s'entourer de très très charmantes jeunes femmes. On va le voir tout de suite. Y a pas photo, avec son mètre 93 et son impressionnante musculature, David Hasselhoff est l'image idéale du sauveteur. Y en a même qui n'hésiteraient pas à faire n'importe quoi pour boire la tasse, histoire d'être sauvé des eaux par cet Apollo des plages.
Doucement. Tomber directement dans la cheminée n'est pas si facile qu'on le croit. Ce n'est pas grâce à son humour, mais plutôt à son rôle de maître nageur que David Hasselhoff est aujourd'hui l'un des hommes les plus connus du monde. Sauveteur, pour David, c'est plus qu'une vocation, c'est un véritable destin. Son papa, Joe, qui est aujourd'hui le premier fan de son grand-fils, dirigeait une entreprise de sécurité. Et David a bien souvent suivi son papa en mission. Résultat, lorsque les autres adolescents ne rêvaient que de bagarres après l'école, David se voyait déjà en héros spectaculaire, toujours prêt à défendre les veuves et les orphelines, surtout celles qui font du 95C. Comme les études ne sont pas son point fort, David Hasselhoff s'inscrit alors dans un cours de comédie et part tenter sa chance à Hollywood. Mais voilà, les rôles de sauveteur ne courent pas les castings. David se lance alors dans la chanson. Il doit pourtant attendre 10 ans avant de voir la chance lui sourire. On lui propose d'être le personnage principal d'une nouvelle série, là plus question de filles, mais de voitures. K2000 est un succès planétaire. En quelques semaines, il devient le héros préféré de millions de fans dans plus de 70 pays. Chaque semaine, c'est au volant de Kit, sa célèbre et sympathique voiture, que le beau David sauve le monde en blouson de cuir et en bottes de cow-boy. Pour les producteurs, c'est sûr, c'est lui le sauveur. Alors on lui propose le rôle d'un garde-côte sur les rives du Pacifique. Là encore, le succès est au rendez-vous, mais cette fois-ci de façon encore plus spectaculaire. Alerte à Malibu est suivi par plus d'1 milliard de téléspectateurs par semaine dans le monde. David devient une idole pour les enfants, un sex symbole pour les filles et une star planétaire. Le président Clinton lui propose même régulièrement de venir partager son jogging matinal. L'histoire ne raconte pas si c'est pour parler de remise en forme ou pour recevoir des conseils de séduction. Mais sauveteur, même à la télé, c'est du boulot. David se lève tous les matins à 4h30 et s'impose plusieurs heures de musculation par jour. Pourtant, si sur le petit écran, David Hasselhoff est un sauveteur brillant, dans la vie, c'est une autre histoire. Après un divorce douloureux avec sa première femme, il noie son chagrin dans l'alcool. Si bien que le tout Hollywood le surnomme l'éponge, un drôle de surnom pour un homme qui a passé sa vie dans l'eau. Celle qui a sauvé le sauveteur, c'est elle. Elle est blonde, elle s'appelle Pamela, elle est petite et menue. Elle a fait 2 enfants à David Hasselhoff. Pour lui, c'est une véritable résurrection. Cette fille a transformé le héros télé en papa poule. Après 10 années à courir sur les plages, à sauver la planète entière, à 50 ans, David Hasselhoff a décidé de raccrocher son maillot rouge et sa bouée. Il va prendre quelques vacances, au soleil bien sûr, et prépare déjà un nouveau rôle, un espion très particulier qui sauvera l'Amérique. Encore un boulot qui ne sera pas de tourpeau pour le sauveteur de ces dames. Pendant le sujet, Jacques disait « Je ne sais pas ce qu'elle lui trouve ». C'est vrai, Jacques, hein? Sophie, je sais pas. Il a de beaux yeux. Cela dit, le beau David, il a quand même su pas mal s'entourer dans cette série. C'est vrai. Et bien justement, moi, Laurent et Pascal, j'ai décidé de me jeter à l'eau et de postuler pour faire partie de ces super sauveteuses, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est possible? Nom de Dieu. Pourquoi ça serait pas possible? Alors, et quelles caractéristiques il faut avoir? Je crois qu'il faut avoir Non? Quoi? Il n'y a pas que ça. Premièrement, à votre avis, les bouées sont importantes. Les bouées sont importantes, d'accord, il y a des flotteurs. Mais qu'est-ce qu'il faut pour être sauveteuse? Il faut déjà savoir nager, non? Bon. Eh ben non, il y en a qui savent même pas nager dans la série. Non. Carmen Electra, elle n'a pas son brevet, elle sait pas nager. Mais moi, je l'ai. Quand même. C'est marqué. C'est marqué dans le livre. 50 mètres quand même. Bon, c'est que 50 mètres. Mais c'est le vrai? Oui, c'est le mien. Oh là là, Moi, je l'ai, mon brevet. Carmen Electra, elle l'a même pas. Bon, je sais, c'est 50 mètres, c'est pas beaucoup, mais quand on pense que la plupart des scènes sont tournées dans une piscine, je vois pas pourquoi je passerais mon brevet de 5000 mètres. Toutes les filles qu'on voit autour de David Hasselhoff dans Alerte à Malibu, Pamela, tout ça, machin, en fait, elles savent à peine nager. Carmen Electra, elle sait pas nager. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que Pamela Anderson, quand même, quand elle est arrivée avant de faire ça, elle faisait un peu comme moi. C'est-à-dire, je vous dirais pas, mais il y a quand même eu une petite tricherie question poitrine. C'est vrai qu'elle était un petit peu comme moi et que maintenant elle est passée au 95C. Alors bon, c'est faisable. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir des gros seins pour aller dans Alerte à Malibu. C'est vrai que peut-être que comme ça, elle coule moins. Il n'y a pas que la chirurgie esthétique, il y a également le maquillage. On l'a dit dans la série, David Hasselhoff se lève à 4h ou 4h30 pour son jogging. Bah, elle se lève à 3h du matin parce qu'il y a minimum 2 heures de maquillage. Mais maquille quoi, tout? On croit que c'est très naturel, mais pas du tout.
Elles sont maquillées entièrement le corps et puis il faut aussi les coiffer parce qu'il y a un truc que je trouve formidable et moi j'aimerais bien qu'elle me donne le secret. Peut-être que vous, Muriel, vous le savez. Comment elles font pour sortir de l'eau avec le rimel qui coule pas, le rouge à lèvres parfait. magnifique, elles sortent grand sourire comme ça. Je sais pas comment elles font parce que moi si je Moi, je sais. Ce que fait Muriel dans le Oui, spectacle. oui, hein. ça, il y a des Alors, c'est produits quoi les petits aujourd'hui. secrets Waterproof? Plus que waterproof, Plus que- il existe. Dites-moi, Étanche. si je veux postuler là, il faut Il que je existe connaisse une ça. marque de cosmétiques français, je ne citerai pas le Bah terme, non, hein, on va Ouais. les citer. mais Ça qui existe. s'est vraiment Donc spécialisé pour le dans- casting, oui. je peux utiliser Ah oui. ça. Merci. En revanche, ce qui n'est pas possible, c'est de sortir de l'eau les cheveux secs. Ah, Ça, voilà. on a Alors, jamais y fait. vient, encore on y vient. Ça aussi, je sais pas comment elles font pour sortir comme ça de l'eau. Parfait, déjà coiffée, ça j'ai essayé. Mais vous Et allez je découvrir n'y la arrive recette, Sophie. J'arrive pas du tout. Alors, vous allez me dire aussi, pour faire Pour la plaire à série, David Hasselhoff? faut peut-être être comédienne. Oui. Bah, pas toujours. Non. Parce que Gina Linolin, elle a été hôtesse dans une émission américaine, version américaine du Juste Prix. Donc, même si moi, je n'ai pas été hôtesse au Juste Prix, je suis quand même Eh chroniqueuse. bien, il y a dans pas la photo. vitrine, Bah oui. Sophie, qu'y C'est a-t-il vachement aujourd'hui? mieux, c'est vachement Je suis mieux. quand même chroniqueuse dans une émission à succès. Donc, j'ai un peu plus de chance. J'ai un peu plus de chance. Mais attendez-moi, ce qui m'épate vachement, c'est que moi j'ai regardé quelques fois Alerte à Malibu, ça m'amuse toujours, c'est kitsch, c'est rigolo. Comment vous les reconnaissez, Ginoline, Electra? Elles sont toutes blondes, c'est vrai, mais elles ont toutes. Elles se leur ressemblent toutes petite- Bah oui, elles sont toutes dans le même moule, hein, c'est pour ça qu'il faut peut-être un petit peu différencier. Mais elles sont tellement, pas le elles même se maillot. copient tellement qu'elles ont le même petit copain. C'est vrai qu'elles ont un peu les mêmes goûts pour Mais genre. attendez, excusez-moi, je vous pose une question bête, mais c'est pas David Hasselhoff, leur petit copain, parce qu'il. Non, Non? non. Il fait rien. Il prête, Laurent. Ah. Il prête un peu. Mais c'est un peu le chef du harem ou pas? C'est un petit peu le chef, mais bon, elles. Qu'est-ce que elles j'aimerais vont- bien faire ça comme métier, chef de harem à Alerte à Malibu. Chef de harem peut-être, mais David Hasselhoff, t'es mal barré hein, quand même. Au bout de 6 mois, tu seras blasé. Oh, Oh, mais c'est sûr. ouais, c'est bien une Oui, femme. mais alors les 6 mois... C'est bien une femme qui parle Ouais, ils là. vont en profiter. Donc moi, les filles, je vous le dis tout de suite, je suis pas prêteuse. Et ce genre de garçon ne m'intéresse pas du tout. Donc soyez Tout va sans bien, crainte. encore une bonne raison pour y aller. Exactement. Vous êtes presque prête. en Ah fait. ouais, je récapitule. Ouais. Le brevet? Je sais nager. Ouais. Bon, la plastique, bon, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, le maquillage, je veux bien. On vous rassure, il n'y a pas trop Il n'y a d'efforts pas à faire. grand-chose à changer, vraiment. Je fais de la télé. Ouais. Je ne prête pas à mes petits copains. Donc apparemment, tout est bon. Ouais, vous pourriez travailler dans Alerte à Malibu. En tout cas, Sophie, nous, comme Voilà, on espère désolée. encore longtemps regarder Alerte à Malibu, on Oui. espère que ça va être avec vous. On va téléphoner de ce pas à David David, Hasselhoff. merci. Voilà. Merci, Sophie. Et l'on ne va pas changer d'univers puisque nous allons regarder maintenant une nouvelle série de documents spectaculaires concernant cette fois des sauvetages justement dans la mer ou en rivière. Quel sauvetage il était cool, Pascal, parce Oui. que regarde derrière la caméra, quelqu'un nous dit un pub. C'est là, mais on se dans quelques instants, ne t'inquiète pas, ça va arriver, tu vas voir, maintenant on va voir. Retour sur le plateau de Y'a pas photo pour la deuxième partie de l'émission, consacrée ce soir aux sauveteurs, toujours mesdames et messieurs avec Jacques Legros. Là les yeux une fois par mois sur TF1. C'est lui, eh oui, c'est lui, Jacques Legros, oui, oui, oui. Et puis Muriel Hermine, mesdames et messieurs. Muriel Hermine, dont on rappelle que le spectacle Crescendo a lieu 2 fois par jour, 18h30 et 21h. Vous faites 2 représentations tous les soirs, tous les jours, pardon, À Disney Village. à Disney Village. Exactement. Sauf c'est- le dimanche et le lundi, puisque nous Ouais. sommes fériés. Voilà, Fermés. et c'est un spectacle pour les grands, pour les petits, Ah oui, pour vraiment toute pour la la famille. famille, mais un beau spectacle. Merci à tous les deux d'être là en tout cas. Ce soir, Pascal, on joue? Et oui, on joue et deux d'entre vous, comme chaque lundi, peuvent gagner ce soir cet appareil photo, un Minolta Vectis 260. Il a un gros zoom celui-là? Il a un bon zoom, un bon zoom. C'est un compact APS, il y a un zoom et il y a 3 formats, ça c'est intéressant. 3 formats pour les prises de vue et pour le tirage. Pour ça, vous le savez, il faut jouer sur votre Minitel 3615 TF1 ou sur le téléphone 08 36 68 14 08. Le public, lui, a le droit de jouer avec les petits bulletins qu'on lui a remis Et au il y aura début de un l'émission. appareil qui va être gagné ce soir, une question extrêmement difficile, vous allez voir, on a parlé de David Hasselhoff. Quel est le nom de la série dans laquelle joue David Hasselhoff? Réponse A, est-ce que c'est Alerte à Malibu? Réponse B, Beverly Hills. Réponse C, Sous le soleil. Réponse et nom des deux gagnants en fin d'émission. On a vu David Hasselhoff, c'est du cinoche, c'est de la télé David Hasselhoff. Mais dans la réalité, Ouais. mais dans la réalité, les sauveteurs qui interviennent en mer ou dans les rivières prennent eux aussi de gros risques. Démonstration avec une nouvelle série de documents assez spectaculaires.
Nous sommes à San Marino, en Californie. La police vient de recevoir un appel d'urgence. Marco, un adolescent de 15 ans, est tombé dans le Rio Hondo qui traverse la ville. Impossible pour lui d'en sortir. De grandes parois bordent le canal et le courant, suite à de fortes chutes de pluie, est beaucoup plus fort que d'habitude. Les secouristes n'ont qu'une solution, tenter de la gripper au passage. La première tentative échoue. Quelques mètres plus loin, un autre pompier essaie de l'attraper, mais c'est l'échec à nouveau. Marco est alors entraîné vers le Grand Chenal, là où les courants se transforment en rapides. Une fois dedans, pas facile de garder la tête hors de l'eau. Mais Marco parvient néanmoins à s'en sortir. Pendant ce temps, les sauveteurs ont réussi à tendre une corde dans toute la largeur du Rio Hondo. À bout de force, Marco arrive finalement à s'en saisir. Il est sauvé. Sauvé grâce à son courage, mais aussi à l'énergie et à l'organisation des 50 hommes et femmes qui lui sont venus en aide. Minneapolis, dans le Mississippi, un homme, John Fish, a chaviré en canoë dans les chutes. Dans l'eau depuis maintenant 30 minutes, il est en hypothermie et ne peut plus tenir très longtemps. L'hélicoptère ne peut s'approcher facilement de la scène du drame et l'un des bateaux de sauvetage se renverse à son tour. À présent, les vies des 2 sauveteurs sont également en danger. L'hélicoptère représente donc l'ultime recours. Le pilote, un ancien du Vietnam, est obligé d'abaisser son appareil au risque d'être lui aussi déséquilibré par les chutes. Les pales passent à quelques centimètres du mur d'eau. Fish est sauvé, mais l'un des sauveteurs aura payé cette intervention de sa vie. Manille, aux Philippines, locaux et touristes voient arriver sur la région le typhon Ruby. Des vents de 120 km/h provoquent d'énormes inondations, c'est la panique. De petits groupes sont alors prisonniers sur des îlots de fortune ou dans les arbres. Le typhon a déjà fait 38 morts, il faut agir d'urgence. La tâche des sauveteurs est délicate. Une fois encore, l'hélicoptère est la seule solution. Mais les vents violents ballottent dangereusement les appareils, menaçant à la fois les victimes et ceux qui sont venus les secourir. Il ne s'agit pas pour autant de renoncer. Descendu de l'un des hélicoptères, Augusto Reyes parvient sur ces images à remonter une maman et son enfant qui s'étaient réfugiés dans un arbre et à les déposer hors de danger sur la terre ferme. Grâce au courage des sauveteurs philippins, le bilan de ce typhon aura été finalement beaucoup moins important qu'on ne le redoutait. Des images que vous connaissez bien, Jacques, hein, qui sont spectaculaires parce qu'on voit la réalité. Là, il n'y a pas de cinéma, pas de fiction, rien, quoi. Non, ce sont vraiment les images authentiques de choses qui se sont passées. Et là, on s'aperçoit que l'hélicoptère est quand même un engin formidable. À manier quand même avec une certaine précaution, parce que tout à l'heure, l'hélicoptère au-dessus du bateau, il a quand même commis une grosse erreur. Il aurait très bien pu se rabattre sur l'eau et ça aurait fait beaucoup de victimes. Celui qu'on voit en ce moment ? Celui qu'on voit en ce moment, là, il fait effectivement une très grosse bêtise, là, parce que le pilote ne devrait jamais faire ça. Il met la vie en danger, il met sa vie en danger. Parce qu'il est trop proche ? Oui, il est beaucoup trop près de l'eau, beaucoup trop bas. Mais que faire quand il n'y a pas de treuil, pas de ficelle, pas de corde, rien Effectivement, c'était tout le choix. Dans le plein les yeux, on avait passé un document de la sécurité civile espagnole. On a hésité pendant 6 mois avant de le passer parce qu'il est violent. Il s'est bien terminé parce que c'est le principe de l'émission, mais il est très violent. Au cours d'un exercice en montagne, le pilote de l'hélicoptère, celui qui est chargé du treuil, a dû sectionner le câble. Il y a un bouton pour ça. On sectionne le câble et les 2 personnes qui étaient accrochées au câble sont tombées sur les rochers. On fait une chute de 200 ou 300 mètres parce que l'hélicoptère. Il a fait sans faire exprès ? Non, il l'a fait exprès parce que justement l'hélicoptère commençait à tanguer dangereusement et risquait de se cracher. Il y avait des gens en dessous qui regardaient la scène. Et il a préféré risquer de faire 2 victimes plutôt que d'en faire 100. Mais ce sont des décisions qu'il faut prendre en une fraction de seconde et je vous assure que c'est pas évident. Ça doit pas être simple, on a retrouvé le pilote, on a retrouvé celui qui a appuyé sur le bouton. Il s'en est remis difficilement. On va découvrir maintenant quelqu'un qui a dû prendre des décisions en une fraction de seconde, Pascal. Hein. Oui, parce qu'on a vu le feu, on a vu l'eau, il y a aussi la montagne et la neige. L'occasion de vous raconter une très très belle histoire, celle d'un sauvetage qui a donné naissance à une formidable amitié. Oui, il a 16 ans, il s'appelle Alex, il a eu quelques problèmes en montagne, il va nous en parler dans quelques instants, et son sauveteur est un gendarme, il s'appelle Philippe Putz. Comment on fait comme ça ? Bonjour. On fait comme ça, mais... Ouais, on peut faire comme ça, oui, effectivement. Salut. Bonjour. Bienvenue. Merci. Asseyez-vous. Bonjour. Bonsoir à tous les deux. Alex, vous avez 16 ans, vous êtes en seconde et Laurent le disait, il vous est arrivé une mésaventure qui aurait pu être dramatique. C'était le 16 janvier 99. Une date importante, hein. Et vous faisiez du ski et là, vous êtes pris dans une avalanche. Voilà, j'étais avec un groupe d'amis, nous étions à côté, à 2 mètres de la piste, même pas. Et
soudain, je sais pas, j'ai entendu un gros boom. Et là, je me suis retrouvé sous la neige. Et j'ai encore roulé pendant à peu près 200 mètres, c'est ça? Ouais, 200 mètres, ouais, 250 mètres. Ouais. Et après, je me suis retrouvé totalement sous la neige. Totalement enfoui, impossible de sortir. Impossible de bouger. J'ai essayé de bouger, c'était totalement impossible. J'étais sous la neige, je me souviens, j'ai pris cette position-là pour éviter de... Un réflexe, quoi. Avoir une poche d'air pour avoir... Ah, vous avez eu le temps de penser à ça, quand même? Réflexe de survie qui, effectivement, quand les victimes d'avalanche ont le temps ou peuvent le faire, il vaut mieux avoir une cavité devant son visage pour essayer d'avoir un maximum d'air en attendant l'arrivée des sauveteurs. Si éventuellement on vous trouve... Sous la neige, il n'y a pas d'air. Il y a un peu d'air, mais bon, avec l'avalanche, elle est compactée, donc il y en a vraiment très très peu. Mais attendez, vous étiez enfermé dans votre bulle, là, vous avez essayé de bouger? J'ai essayé de bouger comme ça, mais bon, c'est impossible, la neige est dure comme du béton. Quoi. Vous êtes resté combien de temps environ? J'ai dû rester environ 10-12 minutes sous la neige. Et franchement, vous vous êtes senti, vous vous êtes dit c'est fini quoi, je me suis dit c'est pas possible. À 16 ans, on se dit rarement ça, mais je vais rester là, quoi, je vais mourir là. Je me suis dit c'est pas possible, ça doit être un rêve. Et puis, pas possible, plutôt un cauchemar. Voilà, c'est pas possible. Oui. Alors là, on va passer la parole à Philippe, parce que donc, ça se voit, mais on le redit, vous êtes gendarme sauveteur en montagne. Et vous étiez en alerte ce jour-là. À Chamonix, hein. Et c'est vous qui... À Chamonix, en Haute-Savoie. Et c'est vous qui êtes intervenu voilà, donc la chance, il y a eu des événements en fait tout à fait positifs pour Alex, puisqu'on était déjà parti en secours sur une collision entre un adulte et un autre enfant de 15 ans, un gamin de 15 ans. Donc on n'était pas loin du lieu de l'accident. Vous étiez en hélico? On était en hélico. Donc en arrivant sur les lieux, je vois des témoins qui sont dans l'avalanche même, en train de chercher visiblement quelqu'un. C'était vos copains qui vous cherchaient? C'était et qui ne savaient pas où vous étiez? Et ils ne savaient pas du tout où j'étais totalement enfoui. Le départ de l'avalanche est un peu en entonnoir et ensuite il part dans un goulet d'une profondeur assez importante. Donc l'intervention se fait par élitreillage. Donc au bout du câble, je suis descendu sur les deux témoins. Et j'ai donné comme consigne au pilote d'hélico de parcourir les 450 mètres de langue de neige qui partaient jusque dans le fond de la vallée et d'essayer de repérer des indices et trouve à peu près 200 mètres en contrebas, donc pratiquement à la fin de l'avalanche, un petit bout de tissu de 10 cm2, rouge, vif. Ça tient un peu de choses parfois. Qui est très visible, donc bien sûr le contraste entre le blanc et le rouge. Et il me dit tout de suite, Philippe, je viens te récupérer, il y a quelque chose ici. Et entre autres, ce bout de tissu, c'était un blouson que j'avais emprunté à mon père, parce que normalement j'ai un pull blanc. Donc là, c'était un blouson qui était trop grand pour moi, que j'avais emprunté à mon père, et donc qui s'était légèrement enlevé pendant l'avalanche. Philippe a raison de parler d'une conjonction de facteurs favorables. Facteurs chance, ouais. Donc ce morceau de tissu, en l'occurrence, c'était la capuche de son anorak. Donc il était dessous. Donc oui, mais moi je ne savais pas en fait. Donc j'ai tiré la capuche. Et puis elle venait toujours pas, alors j'ai gratté, j'ai dit bon c'est l'anorak complet, quoi. Mais bien sûr un anorak quand même ça va. Il y a quelqu'un dedans. Ouais, il y a quelqu'un dedans. Alors j'ai tiré, ça revenait toujours pas. Et j'ai gratté 40 cm plus bas, au sous-sol, je trouve, Alex. Alors là, l'ambiance n'était pas du tout la même, parce que donc j'ai eu la chance de trouver sa tête, j'aurais pu trouver son surf en premier, et puis la tête quand même au fond. J'ai eu la chance de trouver sa tête, et puis bon, la tête c'est quand même le compteur du corps humain. Par les yeux, la couleur de la peau, les lèvres et autres, on peut voir... Et il était de quelle couleur, lui? Violet. Violet. Voilà. Ah, ça le fait violet aussi. Et là, comment... Il était déjà violet, il était inconscient, donc en hypothermie, inconscient, ça veut dire que c'était le compte à rebours contre la mort. Donc son cœur battait, il respirait, oui. Son cœur battait, il respirait péniblement, puisque bien sûr il avait quand même de la neige dans les orifices naturels, la bouche, le nez, donc ce qui sert à respirer. Alors je lui ai dégagé les voies aériennes. Et donc pendant ce temps-là, la radio qui me disait « Alors Philippe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as trouvé quelque chose ?» Et l'hélico qui était au-dessus de moi avec les haut-parleurs qui me disait « Est-ce que tu as besoin de renfort? Comment tu veux organiser ton secours ?» J'avais pas effectivement 15 secondes à perdre à dire à la radio j'ai besoin d'un médecin ou j'ai besoin d'autres secouristes. C'est là où on a besoin d'avoir quand même des gendarmes qui ont la tête bien sur les épaules. C'est là qu'on a besoin de sang-froid, de détermination, de l'expérience quand même dans le secourisme, dans la manière de réagir. Et puis donc c'est là qu'au moment où j'enlève encore la neige, je vérifiais toujours son pouls, je vérifiais sa respiration. Et à un moment donné, hop, plus rien. Plus rien du tout. L'arrêt cardiaque? L'arrêt, quoi. Donc la faiblesse peut-être du cœur un peu, le traumatisme, le choc, bref, son cœur s'arrête. Et là, vous avez réagi comment alors? Donc je me suis dépêché, j'ai tout de suite enfoncé le poing sous sa poitrine et j'ai remonté une fois ou deux jusqu'à ce que je sente un souffle qui reparte. Et lorsque sa peau est redevenue rosée, lorsqu'il a continué à mieux respirer, en fait, je me suis dit, bon, maintenant c'est bon,
je peux toujours prévenir quelqu'un, mais toujours en le donner stimulant. l'instruction, Allez, bats-toi, bats-toi. Vous lui parliez, je ne le connaissais pas. Vous lui parliez pendant ce temps. Il faut stimuler, quoi. Ouais. Il faut Il paraît que vous lui stimuler, donniez des gifles, c'est vrai? Bah oui, il faut un peu pour le réveiller, quoi. Parce qu'à un moment donné, les pupilles ont commencé à bouger, donc quand elles ne bougeaient plus, il fallait bien. Puis j'avais vraiment que la tête, le buste, c'est tout ce que j'avais, quoi. Et vous vous souvenez, Alex, de ça? Vous vous souvenez des gifles, des allez, bats-toi, etc. Absolument pas. J'ai vu Poutsi, j'ai jamais vu Poutsi sur mon sauvetage. Vous n'avez pas vu qui? Poutsi, c'est Poutsi, le nom c'est que son je surnom. donne, son surnom. D'accord, parce qu'on va raconter. Oui, vous on avez l'air très va raconter en 30 proche secondes parce maintenant, que c'est aussi pour ça qu'ils sont là ce soir. C'est pas simplement parce que sauver sauveteurs, il y en a plein. Il y a des milliers de personnes qui sont sauvées chaque année par les gendarmes et par les guides, les gens qui travaillent en montagne. Cette année, 1200. Mais vous, votre histoire, on va voir dans quelques secondes, c'est qu'en plus il y a un côté parrainage et vous êtes devenus de très bons copains, quoi, des amis aujourd'hui. D'ailleurs, ils se ressemblent un peu, je trouve. Et on va en parler, C'est étonnant, hein. Donc voilà, dans la continuité du secours. Ensuite, bon, j'ai eu le temps de prévenir le médecin parce que bon, après, il faut quand même une certitude de diagnostic. du Contrôle diagnostic. médical. Et vous, Il l'a donc, regardé, il l'a ausculté, il lui a ouvert les pupilles, il a regardé les yeux. Puis il me dit, bah, écoute, Combien tu de l'as jours à sauvé. l'hôpital, Alex? il est sauvé. Il me dit, Une tu l'as semaine. sauvé. Une semaine à l'hôpital? Quand est-ce que vous avez vu pour la première fois la tête de Philippe, en fait? Poutsi. Comment toi, tu peux appeler un gendarme Poutsi? Profites-en. Pour la première fois que j'ai eu la tête de Poutsi, c'était à la maison parce qu'on avait donc organisé une petite soirée pour remercier tout le peloton de haute montagne. D'accord. Et alors là, vous êtes devenu une sorte de, je sais pas si le mot est juste, mais une sorte de parrain de cœur, entre guillemets, d'Alex. Et la chose qui m'a quand même le plus marqué le soir où on a fait notre petit apéritif dînatoire Chez ses parents? Chez ses parents, effectivement, on ne s'est pas dit grand-chose tout de suite parce que c'était la révélation. J'ai dit, ben voilà, tiens, c'est ce petit haricot que j'ai sauvé. Là. La première chose qu'il a fait quand il est arrivé chez moi, d'ailleurs, c'est me serrer dans ses bras. J'ai trouvé ça fabuleux. Moi, Ouais, je l'avais parce que, jamais bon, vu. Moi, j'ai fait un acte de secourisme qui est quand même assez rare. Alors, bon, moi, j'étais satisfait de moi, bien sûr. Hein. Donc, c'est vrai, je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai dit, bon, ben voilà, il y a quelque chose qui nous relie. Et ensuite, dans la soirée, on a parlé, bien sûr, de la manière dont j'avais fait le sauvetage. Est-ce qu'ils ont fait une erreur, pas d'erreur Et puis, je voyais les gens autour de lui qui venaient, qui le touchaient, qui l'embrassaient, toute sa famille, parce que la famille est grande. La famille était là aussi, même les jours d'après. Petit Alex. Et je le regardais en disant, tu as fait quelque chose de beau parce que tu as rendu tout un environnement heureux. Alex, il paraît que votre grand-mère, Pascal, on a entendu ça cette semaine en préparant l'émission, votre grand-mère dit que vous lui ressemblez. Physiquement, ouais, il trouve qu'on a une même tête. C'est vrai, Ça ferait presque Non, il y a grand pas que frère, le nez, petit il y a- frère. Eh ben oui, c'est pas grave de ressembler à un gendarme. J'en suis très fier. Bah, tiens, t'as bien raison. Non, la question que je me posais, c'est est-ce que c'est important cette ressemblance? Parce qu'on voit bien, quand on a 16 ans et qu'il y a un homme qui est gendarme, donc l'autorité, etc., il y a des trucs de modèle, il y a des trucs importants qui jouent. Même si ton père, c'est ton père et que tu vas pas te faire un nouveau père. Mais en tout cas, dans sa personnalité. Dans sa personnalité, oui, déjà, j'aimerais bien avoir la joie de vivre qu'il a. Parce que je trouve qu'il a une jolie vie qui est fabuleuse. Et lui ressembler physiquement et même moralement, quoi. Parce qu'il a un moral très très fort pour faire ce qu'il fait, quoi. Et alors, il y a peut-être aussi, il pourrait y avoir l'envie de suivre ce modèle jusque dans cette mission, plus que dans cette profession du sauvetage. Ça, J'ai passé mon brevet de secouriste là il y a pas longtemps, mais je n'ai pas vraiment l'envie de faire ce métier-là parce que je pense que j'ai pas un moral assez fort pour voir tous les morts qu'ils voient par année. J'ai pas un moral assez fort et j'ai pas un courage assez fort non plus, je pense. C'est un gros cœur. C'est intéressant ce que dit Alex, le brevet de secourisme, parce qu'en France, c'est vrai qu'on ne passe pas le brevet de secourisme. Et c'est vrai qu'il y a d'autres pays où c'est pratiquement obligatoire, et je trouve, moi, que ça devrait être obligatoire. Comme une matière à l'école. Exactement, et finalement, rendre le brevet de secourisme obligatoire pour tous les jeunes, ce serait vraiment rendre un grand service à la collectivité. À tout le monde, bien entendu. Il y a des petits gestes qui sauvent. Mais il y a des gens qui ont vu leurs proches mourir devant eux parce qu'ils ne savaient pas faire le geste qu'il fallait. C'est pas compliqué. Ça Noyade, une semaine, ça s'apprend. chute. Même un enfant qui tombe, oui. Qui avale de travers, Qui ingurgite un produit toxique, enfin. Le geste qui sauve, c'est bien de l'avoir fait. C'est comme le geste pour la neige. Muriel, vous, qui avez votre brevet, j'imagine, de secouriste, oui, vous n'avez jamais sauvé quelqu'un comme ça
Non, mais étonnamment... Mais vous imaginez si vous alliez sauver sous la neige? Le bouche à bouche, la réanimation, Je pense vous que... et moi, marraine de cœur. Oui, mais enfin, ça devient plus un bouche à bouche. Nous aurions... Quoi, la bouche à bouche? Vous auriez été obligés. Mais bien sûr, bien sûr. Non, Nous non, aurions mais été élitruillés ensemble. j'ai passé mon secourisme pour être maître nageur sauveteur et c'est étonnant parce que je l'ai passé en étant persuadée qu'un jour ça me servira dans la vie. Ah ouais. C'est comme si je l'attendais et je veux être prête. Merci à vous deux pour ce très bel exemple et cette très belle Merci histoire. à vous deux et bravo au boulot que vous faites et au boulot que font tous ceux qui secourent chaque année, que ce soit dans les gouffres, dans les crevasses, en montagne ou au bord des plages. Parce qu'on est au mois de juin et au bord des plages, on va voir des CRS, on va voir des gendarmes, des gens qu'on n'aime pas forcément toujours très bien, qui sont là pour vous sauver la vie. On va parler maintenant de sauvetage humanitaire et vous savez qu'en France, on a notre spécialiste national du sauvetage humanitaire. Le French Doctor. Et pour parler de lui, mesdames et messieurs, Georges Chetoshin. Oh mon Georgie. Président, comment c'est-il que ça va? Très bien. Alors, de quoi est-ce que vous nous parlez ce soir? Du French Doctor? Alors, nous avons le French Doctor et l'ensemble du monde. Dès que vous parlez de Kouchner, tout le monde dit vrai baroudeur ou baroudeur de téloche, vrai showman ou vrai Médecin. homme médecin sans frontières, etc., etc. Et je vais vous montrer au travers de ces gestes les secrets de M. Kouchner, qui est un homme que nous sommes les seuls au monde à avoir. Je crois que personne d'autre n'en a un comme ça. Alors, maintenant, je vous le montre dans une situation très simple. Il y a un bateau chargé de riz qui arrive sur une plage. Et, vous voyez, bon, il est là devant le riz, tout va bien. Et puis, d'un seul coup, il se rend compte qu'il y a des caméras, qu'il y a du monde qui regarde. Et hop, il prend un sac, regardez, avec une force extraordinaire. Il se met le sac, non pas sur la tête comme le vrai porteur. Le porteur, là, il se la met sur le côté. Il y a une certaine élégance du geste qui est toute une élégance française. On ne met pas un sac sur la tête, ce qui fait nul. Il se le met là. Et maintenant, regardez. Il fait l'inter avec le sac. Maintenant, il a un geste de la main que vous allez tout le temps lui voir faire. Il est en train de vous démontrer ce sac de riz pèse lourd. Et je l'ai sur les épaules. Et ce sac de riz va permettre à des gens de manger. Alors, quand on voit ça, on se dit, attends, il se fout de nous. Alors, il est sur la plage, il prend un sac. C'est une opération de marketing. Une opération Ces images de ont fait le marketing. tour du monde, hein. Ou est-ce que c'est vrai? Et c'est une image qui a fait le tour du monde. Il y aurait eu un scénariste pour lui dire... Il l'aurait porté exactement comme ça. Et là, comme ça. Alors maintenant, regardez-le avec Madame Veil. Il est en train d'expliquer quelque chose. C'est assez rare. Alors vous voyez, à droite, il y a les bons, à gauche, il y a les mauvais, ou ça doit être l'inverse chez lui. Ensuite de quoi, il y a vous. Et alors, la pauvre Madame Veil est complètement s'ennuie à mourir. Elle est affolée parce qu'il dit des trucs, parce que comme ils ne sont pas du même parti, mais qu'ils s'aiment beaucoup. Et alors, d'un seul coup, elle va commencer à dire « Ah, non, ça suffit ». Et alors, il la regarde, Simone, depuis quand que tu causes? Mais depuis quand que tu causes? Mais ça veut dire quoi, ça, Simone? Moi, tu m'accuses de faire du show? Et alors, il a un côté acteur qui est Très absolument théâtral, hein. fantastique. Ouais. C'est-à-dire que, regardez, dans ses gestes, il ne l'attaque pas méchamment, il se moque gentiment d'elle, car il a un sens extraordinaire du public. Et des femmes aussi, non? Des femmes. Il fait très gaffe aux femmes, j'ai l'impression. C'est un homme qui a un art consommé du geste qui crée une emphase. Il est là, il fait ça. Il s'appuie sur le public, car vous remarquerez toujours qu'au fond, son point numéro un, c'est qui me regarde et regarde ce que je fais. Et là, on va le voir. Il sort de son quartier général. Il est accompagné de tous les gens importants. Et là, c'est l'homme sérieux. Il est dans une mission au Kosovo. Et regardez bien comment il fonctionne. Et je vais vous montrer deux choses intéressantes. Alors là, bien sûr, il y a une discussion très sérieuse. Oui, la police, il faut que tout ça, ça soit clair et net, mon vieux, etc. Et puis, regardez-le bien. À un moment donné, il commence à s'inquiéter. Et regardez bien, il commence à s'inquiéter d'une chose épouvantable, c'est qu'il y a de l'eau par terre et qu'il va salir ses godasses. Et ça, il insupporte. Et alors, voyez-vous, d'un seul coup, il ne s'occupe plus de la discussion, il s'occupe que de ses chaussures. Là encore, où il met ses pieds. Et il regarde où il met ses pieds. Ah,
Ça, c'est un signe. C'est un signe de quoi? Non. C'est vrai? C'est un signe que c'est un homme qui a, et ses gestes le montrent, une double conscience. Il a la conscience du public, et sait lui plaire, parce qu'il n'est pas hostile, et puis il a la conscience de où il est, où il met les pieds. Il est absolument contrôlé. Il maîtrise. Maîtrise. Alors maintenant, on va le voir sur le bateau, où là, il y a plein de riz, et il y a les caméras qui le prennent, et il court sur le riz, ce qui est quand même assez rare pour un ministre. Regardez bien cette course sur le riz. Mais il faut regarder tous les détails, car regardez la façon dont il place ses pieds. Kouchner ne met pas les pieds n'importe où. Regardez comment il met ses pieds très ouverts, à chaque fois pour bien prendre ses appuis. Donc Kouchner saute, n'est-ce pas, comme une puce de sac en sac, en étant très à l'aise, très décontracté, et en mettant ses pieds de façon très... Il recherche, très habile, on voit bien que c'est un homme qui a un extrême souci du détail. Et voyez-vous, Kouchner, moi je pense que Kouchner est un homme qui a énormément apporté. Sans doute parce que c'est un homme théâtral, sans doute parce que c'est un homme qui a le sens du public, et puis sans doute aussi parce que quelque part cet homme a un cœur extraordinairement grand. Et je vais vous montrer une scène, moi j'ai vu plusieurs fois cette scène et j'ai été excessivement ému. Regardez les gestes de cet homme dans la scène que nous voyons là. Il est avec des gens qui sont à la fin de leur vie. Et vous voyez ce geste, cette main, il tend la main et regardez comment il touche le corps de cet enfant inanimé de l'autre côté. Et là, je vais vous dire, on peut bien dire tout ce qu'on voudra. On peut dire que c'est du show. On peut dire que cet homme est dans un endroit où il n'y a pas un homme au monde qui n'aurait pas un sentiment profond dans son cœur. Et regardez comme il se bat pour que nous donnions à manger à tous ces gens. Eh bien, je dis... Vous croyez à sa sincérité? Il a une sincérité extraordinaire. Et grâce à ses gestes, à sa façon d'aimer le public et d'apparaître en public, a fait tellement de bien. Il a une double personnalité. C'est un homme très précis et à la fois très chaud. Et je suis content que vous m'ayez laissé la possibilité de le montrer comme ça. D'accord. Bravo, Georges. On sait que les animaux sauvent souvent des vies humaines, mais parfois ce sont des animaux assez étranges qui deviennent des héros. Et oui, et si vous voulez en savoir plus, il va falloir faire tout de suite un accueil extrêmement chaleureux à notre camarade du lundi soir, Philippe Kelly. Alors attention, mesdames et messieurs, pour la première fois sur le plateau de Y'a pas photo. Attention, d'abord le silence s'il vous plaît, sur le plateau de Y'a pas photo, après les chiens sauveteurs, après les cochons truffiers, après les dauphins secouristes. Je vous ai trouvé l'incroyable uniquement pour la mission Y'a pas photo, car j'ai trouvé une bestiole extraordinaire. Il s'appelle... Ça fait du bien de vous avoir là. C'est pas de vous dont je parle dans la bestiole. Il s'appelle Jaco, il est anglais, il est merveilleux. C'est un animal et il a permis de sauver une famille entière d'un incendie grâce à lui en donnant l'alarme. De quoi s'agit-il? Jaco, il est anglais, il est quoi? De quoi s'agit-il? C'est un... Attendez. Un chat n'est pas un chien, c'est un perroquet. C'est un perroquet, c'est encore Georges qui gagne une tringle à rideau. Vous me croyez pas? Regardez le document, tu vas voir, ça déplume. Ce perroquet qui passe en revue la brigade des sapeurs-pompiers est un véritable héros. Depuis 5 ans, Ricky, c'est son nom, coule des jours heureux dans la grande voilière aménagée par Lise et ses 2 filles, amoureuses, ça tombe bien, des perroquets. À tel point que parfois, Lise autorise ses protégés à venir dormir dans le salon de la maison. Et ce jour-là, elle a eu du flair. Alors que tout le monde dormait au rez-de-chaussée, un incendie se déclare au premier étage. Ricky, affolé par l'odeur de fumée, entre alors en action. Le perroquet tapait comme un fou avec son bec sur ma fenêtre. Ricky était vraiment hystérique. Il a volé dans ma direction et le bruit a fini par me réveiller. Quand je suis montée à l'étage, les flammes commencent à devenir énormes. Lise appelle alors immédiatement les pompiers. Pendant ce temps, Ricky continue à suivre son instinct. Le perroquet a traversé les rideaux, déclenché l'alarme, puis il est allé jusque dans la chambre des filles. Il volait dans tous les sens et faisait énormément de bruit pour qu'elles se réveillent.
Quand les pompiers arrivent sur les lieux, ils trouvent sur le trottoir la famille Smith saine et sauve et leur perroquet sur l'épaule. La maison, elle, flambe de plus belle, tout s'écroule. Malgré leurs efforts, les sapeurs-pompiers n'arrivent pas à maîtriser l'incendie. La demeure des Smiths est entièrement brûlée. Mais dès le lendemain, le courage de Ricky est célébré par toute la brigade et les médias locaux. Pour ses actes de courage et les initiatives montrées par ses caquettements excessifs et coups de bec qui ont évité à toute la famille de succomber à l'incendie, j'ai l'honneur de remettre ce diplôme de super pompier héros à Ricky. Ricky peut bien faire le beau, agrippé à son titre de super-héros. Madame Smith, heureuse d'être en vie, ne revient pas encore. Mes filles et moi lui devons la vie. Je n'aurais jamais cru être sauvée un jour par un oiseau exotique qui a déclenché un système d'alarme. Quand il y a le feu, avec Coco, il n'y a pas photo. Bravo. Pas mal. C'est marrant, hein? Ah oui, c'est mignon. C'est totalement inattendu quand même. Bah ouais. Ils sont un peu barges les Anglais quand même, hein? Il a sauvé des vies, il a sauvé des vies. C'est plutôt, ouais, je trouve ça plutôt rigolo. Quand les Anglais, rien ne les arrête de toute façon. Les Anglais peuvent ressembler à un perroquet dans la rue, ça ne choque personne. Donc pourquoi pas décorer un perroquet? Je ne sais même pas s'ils se sont rendus compte que c'était un perroquet. Donc, bref. Parrot? Comment vous dites? A parrot. A parrot. Yeah, that's right. You speak so good English. Okay, so je voulais vous dire que, en fait, un héros, c'est plutôt quelqu'un qui se jette à l'eau. Alors moi, j'ai pris la formule au pied de la lettre. Et je vous ai trouvé des histoires de héros qui se sont vraiment jetés à l'eau au sens propre et au sens figuré du terme. Avec un détail près, c'est qu'ils n'ont pas du tout cherché la gloire. Ce sont des gens qui ont sauvé des vies, mais qui après ça ont absolument pas cherché la gloire ou des fleurs ou des récompenses ou d'être récompensés comme le Perroco là. Voilà. Absolument aucune gloire, aucun sentiment. Première histoire, ça se passe à Metz. Ça s'est passé en juin 99. Il y a un type qui fait son jogging et il aperçoit un petit brave monsieur qui promène son chien et le type tombe à l'eau. Le type fait son jogging sans paniquer, sans rien, plonge dans l'eau, sort le type de l'eau, lui donne 2-3 bonnes gifles, le réanime, le type reprend un peu l'esprit, ça va? Ouais, vous êtes sûr? Ouais, ouais, et repart. Il a sauvé la vie du type parce qu'il ne savait pas nager. Et il est reparti, on n'a jamais su qui c'était. Le type est continué, il ne voulait pas perdre sa moyenne. Tu vois, il est reparti, le mec trempé avec des herbes partout, une carpe dans l'oreille. Il est reparti et on ne l'a jamais su. Je trouve ça génial. Ah, c'est formidable. C'est merveilleux. C'est vraiment le geste anonyme et désintéressé totalement. Et d'où la grandeur du geste. Alors des histoires comme ça, j'en ai trouvé une autre que j'ai bien aimée aussi. Alors ça c'est plutôt, voilà, ça se passe à Saint-Tropez, c'est une petite station balnéaire du sud de la France. En 1998, Saint-Tropez, tu connais ou pas? Je connais, Loudou. Alors à Saint-Tropez, donc un brave homme, assez pléboyau sur les bords, à un moment donné, on entend un hurlement, une femme qui fait « Au secours! Au secours !» On dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et la fille, en fait, a paumé son bracelet dans l'eau. Et le type, pour épater totalement la galerie, se jette dans l'eau, plonge, va dans le machin, tout, et ressort avec le bracelet. Toute la plage applaudit, on fait le champagne, et manana, nanana. Et le type se mousse toute la journée. Ce qu'il ne sait pas, c'est que pendant qu'il frime, parce qu'il fait pas autre chose que faire le caco, à 100 mètres plus loin, son fils, qui a 12 ans, qui se baladait, qui nageait avec ses copains, entend un gamin de 7 ans qui est en train de se noyer. Il est allé chercher l'enfant, il a ramené l'enfant sur la plage, a sauvé la vie de l'enfant et a continué à jouer avec ses copains. Bon, le lendemain, on frappe à la porte de l'hôtel, le type est en train de prendre sa douche, la chandelle parisienne, on ouvre, oui, c'est pourquoi, et là, il y a un petit groupe avec un bouquet de fleurs, ça comme, et le type reconnaît pas trop les gens, mais se dit... Oh, c'est le bracelet. Vous savez, bracelet. Excusez-moi, pas de bracelet. C'est parce qu'il y a votre fils qui a sauvé la vie de mon fils hier vers 16h. Le type dit, ah bon? Et bref, en attendant, le gamin de 12 ans a sauvé la vie d'un enfant, il a donné une leçon à son père, un peu d'humilité sur les bords, et il n'a pas du tout cherché la rançon de la gloire. Ouais. C'est beau cette espèce de discrétion. Ah, c'est très beau. Voilà. Vous en avez une petite? Elle est assez énorme, mais je peux pas... Pas devant Georges. Pas devant Georges, s'il vous plaît, Philippe. Pas devant Georges. Une dernière, je veux dire. Est-ce qu'il vous en reste une dernière? C'est bien comme ça que je l'entendais. La dernière pour la route. La petite dernière que j'aime bien parce qu'il y a une tendresse là-dessus. Ça s'est passé aux États-Unis. Il y a un type qui se baladait au bord d'une rivière et qui a vu une femme sauter dans l'eau sur un pont. Le type voit ça, se met à courir, plonge pour aller chercher la bonne femme qui, en fait, on l'a su plus tard, en avait un petit peu marre de la vie. Il arrive dans l'eau et en plongeant dans l'eau, en se débattant pour aller chercher cette femme, il se dit j'ai oublié un truc. Il a juste oublié un détail, il ne sait pas nager. Ah zut. Et c'est la femme qui a sauvé le type. Et en sauvant ce type, il a empêché cette femme de se tuer. Vous voyez le. Et il lui a redonné le sens à la goût à la vie. Le sens à la vie, du goût de la vie. Et il lui a surtout donné une raison de vivre parce qu'elle a sauvé quelqu'un. Je trouve ça beau quand même d'avoir redonné le goût de la vie en voulant sauver quelqu'un qui a sauvé quelqu'un. Bravo Philou. Même Georges est content, regardez. Belle histoire. Belle histoire. Une très belle histoire.
On en a vu des très belles histoires de sauvetage au fil de cette émission. On va s'intéresser maintenant à une autre forme d'ange gardien, les gardes du corps et plus précisément à ces femmes qui de plus en plus rivalisent avec les hommes dans ce domaine. Les femmes de choc, elles arrivent tout de suite dans Y'a pas photo, enfin tout de suite, c'est une façon de parler, parce que pour l'instant, il y a pub. Merci d'être toujours avec nous pour la troisième partie de cette émission consacrée aux sauveteurs. Toujours avec Muriel Hermine. Et notre camarade Jacques Legros, mesdames et messieurs. La réponse à notre jeu, il fallait bien entendu répondre alerte à Malibu. C'était le nom de la série dans laquelle joue David Hasselhoff, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris. Bravo à Sophie Mérien qui a gagné dans le public cet appareil Minolta. Oh, la voilà, Sophie. Avec zoom. Avec le petit zoom intégré d'une valeur de 1290 francs. Comme le téléspectateur Pascal dont le nom est en train de s'afficher, vous aussi, monsieur ou madame, vous avez gagné cet appareil photo, bravo. Bravo à vous deux. Alors, on va parler des femmes gardes du corps et pour nous en parler, Laurent, une femme de choc. Oui, même d'électrochoc, Pascal. Merci d'accueillir, mesdames et messieurs, Sabrina Kléber. Toute votre famille est dans la salle, Sabrina. Vous avez vu, hein. Ça va? Oui, très bien, et vous? Oui. Vous n'êtes pas fait agresser dans les coulisses? Non. Non, parce que vous allez nous expliquer ce soir que dans le sac à main d'une femme, il n'y a pas que les choses qu'un homme critique souvent, le foutoir, quoi. Oui, justement. Alors, vous, les hommes, vous avez souvent tendance à critiquer ce qu'il y a à l'intérieur de notre sac. Avec des réflexions du genre... c'est un vrai bordel ton sac. Il y a des choses qui servent à rien. Dis donc, tu te trimbales avec ta salle de bain? Alors bon, et j'en passe à réflexion dans le genre. Hein. Alors moi je dis, c'est vrai que dans nos sacs, on y trouve tout. Mais dans ce tout, il y a des choses qui nous servent, et oui, des choses qui peuvent nous servir à nous défendre en cas d'agression. Comme par exemple... Dans le sac à main d'une femme. Dans le sac à main d'une femme, exactement. C'est votre sac à main, mon ça. petit sac. C'est une petite leçon, ça. Oui, alors. c'est mon sac à main. Il est joli, votre sac. J'en ai mon petit sac. Alors, imaginez, vous êtes dans un parking, vous rentrez chez vous, en sortant de voiture, vous vous faites agresser. Ouais. Moi, je vous donne un conseil. Utilisez vos clés de voiture, ça peut servir de couteau. De couteau? Eh oui. Alors attendez, moi je vous montre, hein, parce que... on a un quart d'heure avant qu'elle trouve ses clés. Hein, non, parce qu'on est dans la voiture, on sort de la voiture. Donc, ça peut faire très mal. Ouais, bah oui. Voilà. Là, comme donc, ça, là, on s'en non? sert. Entre les doigts. Ah, voilà. Ouais, Alors, entre là, les doigts. alors maintenant, vous êtes à un distributeur, vous retirez de l'argent. Généralement, les agresseurs attendent toujours que vous ayez récupéré votre carte. Ouais. C'est bon à savoir. Vous vous faites agresser. Alors là, surtout pas de panique. Utilisez votre carte de crédit. Et oui, vous avez une arme redoutable, la carte de crédit. La carte de crédit. Alors, c'est presque aussi tranchant qu'une lame de rasoir, vous le saviez pas? Ouais, c'est vrai. Si, je le savais, moi. Oui, vous savez. Si. Et Dans ben les trucs voilà. de sécurité, ils disent qu'il faut utiliser, on peut utiliser une arme de... Ah oui, ça, alors bon, voilà. ça fait très très mal. Comme un rasoir, quoi. Alors maintenant, vous êtes par exemple, vous prenez les transports en commun, vous êtes dans un bus, dans un métro, vous voyez une bande de mecs arriver, très agressifs dans les comportements. Des mecs. Vous avez peur, voilà, des mecs, des vrais. Vous avez peur. Sortez votre parfum. Le parfum? Eh oui, un parfum. Nous les femmes, on a toujours une autre toilette dans nos sacs. C'est vrai. En cas de pépin. Dans les yeux. Dans les yeux. Et oui, C'est comme les aussi- trucs de... Non, Laurent. Je veux dire, dans les yeux, ça peut complètement blesser quelqu'un? Oui. Bah oui, dans les yeux, ça peut. Ah oui, quand ça, on en a plein les yeux. ça le blesse. c'est- Ah, pas mal. Pas mal, Jacques, pas mal. Prenez son parfum. Non, mais, Ça fait très mal et ça l'occupe. Alors la petite dernière, c'est celle que je préfère. Alors petite dernière, c'est ça. dans les yeux. Ouais, attendez, l'épingle à cheveux dans un sac de femme et vous mettez une demi-heure à trouver ça. Une épingle à cheveux. Alors que le parfum, Mais c'est non, beaucoup plus rapide. Mais on met pas une demi-heure. Non, mais c'est vrai, le parfum, c'est un truc qu'on l'a tout de suite sous la main, Alors, vous voyez? ouais. Alors l'épingle à cheveux, ça a l'air de rien comme ça. Mais c'est pas grand-chose. Mais ça peut faire très très mal. Bah, tu m'étonnes dans les yeux? Ah non, mais- non, bah attendez, je vous montre Pascal. Non, sur Pascal. Aïe! Mais c'est qu'elle me fait mal. Mais non, je t'ai pas fait mal là, Mais tu vois. Je recommence. Ça s'est fait, Sabrina. Ça, Mais elle s'en fout. Sabrina, il y a un autre truc auquel vous pensez pas. Regardez, moi le sac de ma femme, il est tellement lourd, elle peut faire comme ça. Ah bah oui, ça aussi. Non mais franchement, Exact. regardez. Tu vas lui casser son sac. Non mais le sac à main peut être une arme. Exactement. Non?
aussi, exactement. Je tenais quand même à dire que tout ça, c'est pas agressif, c'est dissuasif. Oui. Et ça vous laisse le temps de partir en courant, tout simplement. Donc ça vous laisse quand même le temps de... Et je tenais à dire aussi que avoir peur, c'est normal. Oui. Mais n'hésitez pas à vous défendre. Parce que d'après les statistiques, 60% des agresseurs battent retraite lorsqu'il y a une riposte minime. C'est quand même important à savoir. Et 85% lorsque la victime se défend sérieusement. Donc c'est quand même bon à savoir, faut pas se laisser faire. Hein. Merci Sabrina. Merci Sabrina. Reprenez votre parfum. On vous le disait, de plus en plus, les femmes le disputent aux hommes dans ce métier à haut risque qu'est la protection des personnalités. Il y a même des écoles où garde du corps se conjugue carrément au féminin. Tatiana est une professionnelle de la protection rapprochée. Son métier, garde du corps. En Russie, c'est devenu chose courante. De plus en plus d'hommes d'affaires font appel à ce type de service. Alors, lorsque Tatiana se rend au restaurant, pas question pour elle d'un dîner en tête-à-tête avec son client. Elle est juste là pour le surveiller. Aussi étrange que cela puisse paraître, je ne pense pas que garde du corps soit un métier réservé aux hommes et totalement inadapté pour une femme. Oui, bien sûr, mais il faut dire que Tatiana n'est pas une femme comme les autres. Championne de kickboxing, rien ne lui fait peur. C'est dire si elle se sent plutôt à l'aise dans les situations extrêmes. Et quand il s'agit de gagner, elle répond toujours présente. Mais Tatiana est une femme qui n'a pas oublié non plus d'avoir le sens des affaires. Ça marche tellement bien en Russie pour elle qu'elle a créé une école de garde du corps destinée aux femmes, mais attention, ouverte également aux hommes. Et pas question de rigoler, ici l'entraînement est intensif et tous ses élèves semblent apprécier son travail. Tatiana est vraiment exceptionnelle. Mon rêve, c'est d'être aussi forte qu'elle. Alors, je m'entraîne, je fais des progrès et je me sens beaucoup plus forte. Mais attention messieurs, Tatiana n'est pas qu'une machine à tuer, non. Et si elle se bat comme un homme, ça ne l'empêche pas d'être une femme, d'avoir une vie de couple normale avec son mari, qui est tout de même sergent dans l'armée russe. Moi, je suis très fier de ce que Tatiana est arrivée à faire. C'est clair, elle a vraiment sa place parmi nous. En plus, je pense que les femmes sont meilleures gardes du corps que les hommes. Elles ont quelque chose en plus. Elles sont plus instinctives et donc plus rapides. Mais si Tatiana est une pro du combat à main nue, c'est aussi une professionnelle de la gâchette. À l'école, l'entraînement au tir est quotidien et on met tout en pratique, notamment avec des exercices où l'on se tire dessus avec des balles en caoutchouc. Et même pour ces femmes de choc, quand ça touche, ça fait mal. Reste plus qu'à descendre dans la rue pour une simulation en situation réelle, cette fois-ci avec de vraies armes. Et là, la riposte est immédiate, les assaillants sont maîtrisés en quelques secondes. Un garde du corps en Russie gagne environ 5000 francs par mois. Il paraît que c'est le nirvana. C'est une femme de choc, elle a été garde du corps de nombreuses stars et même d'un président de la République, mesdames et messieurs, Stéphanie Caillé. Bienvenue. Vous avez une poêle brillante. Bien ça le fait, hein. Bienvenue, asseyez-vous. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Ruinez la main. Laurent le disait, vous avez été longtemps en garde du corps de nombreuses personnalités, dont un président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing. Pourquoi avoir choisi au départ ce métier, pas forcément classique pour une femme ? Au départ, je ne l'ai pas choisi. C'est-à-dire que le service de sécurité de l'Élysée recherchait 2 femmes. Et nous avons été sélectionnés 20 parmi des salles de sport. Et puis, il s'est avéré que j'ai été sélectionnée. Ça devient un engrenage professionnel. Voilà. Vous aviez eu avant une vraie formation ou vous avez été formé à ce moment-là ? Ah non, non, Comme on a été Nikita. formés à ce moment-là pendant une année complète, tous les jours, quotidiennement, dimanche compris. On était entraînés 2 heures, 3 heures par jour. Et nous sommes restés 2 mères de famille, justement. Voilà. 2 mères de famille qui ont Ouais. été choisies. À votre avis, pourquoi vous avez fait partie de cette sélection ? Déjà, en tant que mère de famille, on ne va pas au-devant du danger systématiquement, on n'a rien à prouver. On est peut-être plus protectrice aussi. Ça aussi, c'est important. On a envie de protéger réellement, mais tout en faisant attention à ce qui se passe autour, parce qu'on a une attention plus accrue. On écoute, on regarde. Faut faire des arts martiaux. Ben, moi, je faisais à l'époque, quand j'ai été sélectionnée, je faisais donc du kickboxing, du karaté. Ah oui, c'est tout. Je sautais un parachute. Oh, c'est même tout. plus. Au Oh, c'est départ. pas énorme, hein. Non.
C'est ce que je fais moi. Tous les jours, dans la salle de bain. Et je suis pas garde du corps. Sur le jeu vidéo. Mais vous parliez de cette sérénité des femmes par rapport aux hommes. Est-ce qu'il y a d'autres atouts? Est-ce qu'une femme est par exemple... L'atout principal, c'est d'être femme, Oui. avant tout. Parce qu'on se méfie moins. On se méfie beaucoup moins. Ouais. Ah ouais. Bon, vu ma taille, alors là, je passe totalement inaperçue. Est-ce qu'il y a aussi des qualités de rapidité dans la prise de décision, je ne sais pas, qui sont plus proprement C'est-à-dire féminines? qu'on est beaucoup plus... Enfin, moi, j'ai l'impression, j'ai la sensation qu'on est beaucoup plus en éveil, on est beaucoup plus... on reste plus longtemps attentionné. Plus intuitive aussi? Intuitive. Ouais. Et ça, c'est un atout Vous sentez principal. les choses on qu'un homme ne sent, sent pas. on sent énormément ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai eu un problème, un premier accident. Il y avait dans la foule un type que j'avais repéré. Nous étions 3 à ce moment-là, garde du corps. 2 hommes, puis moi. Donc, j'avais repéré ce type, ils n'avaient rien vu. Je leur fais signe que je vais me diriger vers lui. Et quand j'arrive à sa hauteur, il me donne un coup de poing américain sur la tête. Donc, j'ai eu un enfoncement de la boîte crânienne. Mais j'étais tellement dans ma mission, je me suis crispée à lui, je ne l'ai pas lâché. J'ai vu pourtant les 36 étoiles, j'ai vu vraiment le cercle d'étoiles. Donc c'était un vrai agresseur, quoi. Oui. Et les 2 hommes ne l'avaient pas repéré? Il ne l'avait pas repéré. Et les faiblesses d'une femme? On parle toujours des forces d'une femme, mais il y a peut-être des faiblesses. Ben, je ne pense pas qu'il y ait tellement de faiblesses chez la femme. D'accord, ok, non, écoute, c'est ce que je vais faire, moi, c'est que je vais m'en aller à ce moment-là. Je reviens lundi prochain, non? Vous Pas de parlez- faiblesse? Non, je ne pense pas qu'il y ait de faiblesses. non. Physique, les muscles, la force, on sait Mais non, rien. parce qu'on se sert, en réalité, on se sert de la force de l'adversaire pour le mettre au sol. Donc, il n'y a pas vraiment de Comme faiblesse. souvent dans les arts Technique martiaux. des arts martiaux, oui. Oui. Et comment vous considère la personne que vous protégez, qui est un homme en général? Eh ben, déjà, on a un entretien avec lui pour savoir si, comment on peut s'entendre sur une mission, parce que c'est pas évident. Écoutez, ma petite Stéphanie. Voilà. Non, mais là, ça s'est pas passé comme ça, justement. Ben non. On nous avait même pas dit que c'était un président qu'on devait protéger. Donc on s'est dit, motus, personne ne sait ce qui va se passer. Bon, on attendait. Et en plus, il fallait une discrétion absolue, c'est-à-dire que toute notre famille, nos amis n'étaient pas au courant de notre préparation. Ah ouais. Comme dans Nikita, j'adore. Ça ressemble un peu à ça. Ouais. Et finalement, notre entourage l'a su par la presse, comme tout le monde. Mais au départ, on n'avait pas prévu que c'était le président, quoi. Vous avez déjà eu très très peur? Vous avez eu une situation vraiment très grave? J'ai eu 2 situations, enfin 3 avec le problème de l'enfoncement de la boîte crânienne. Pour Giscard, il y a eu un attentat à Ajaccio. Ouais. À ce moment-là, on nous a utilisés comme des boucliers autour de la voiture. Donc on courait au fur et à mesure que la voiture avançait. Et là, on a eu peur parce qu'il y a eu quand même blessés et morts à l'aéroport. Et ensuite, il y a eu aussi avec Julio Iglesias en Égypte. Parce que vous avez gardé le corps de Julio Iglesias. Hein, oui, Bénard, oui. Enfin, Bénard, oui, c'était très agréable, mais enfin bon. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Julio? Eh bien là, c'était... Agressé Non, lui n'était pas agressé, c'est en Égypte, donc c'était Sadat. Là, qui a eu l'assassinat du président Sadat. Il était présent, Julio Iglesias? Oui. Ah ouais, quand ça a été... on faisait une tournée, donc il était venu chanter. On était invité au palais donc, de Sadat et je me dis mais il se passe quelque chose ici. Alors on avait l'impression, alors l'armée défilait, enfin est arrivée avec leurs camions, on aurait dit une armée en déroute, tout était pesant, lourd. On sentait que quelque chose montait. Enfin, les témoins, moi que j'ai pu entendre là-dessus, disaient la même chose. Ça se préparait. Mais attendez, le jour de l'attentat, il y a des types qui mitraillent la tribune officielle, le président Sadat meurt. Oui, et les gardes du corps se baissent. Et ils se baissent, les gardes du corps? Ils ont laissé tuer leur président, quoi. Oui. Et Julio, vous avez fait quoi avec lui? Moi, je lui ai sauté dessus et je l'ai mis au sol. Vous êtes couché sur lui? Ah ouais. Ouais, puis se coucher sur Julio Iglesias, automatiquement on le fait. Ouais, enfin, quand on tire dessus de tous les côtés, moi j'en connais un qui courrait très vite, oui, qui ne se coucherait pas du tout. Stéphanie, comment est-ce qu'on gagne justement la confiance d'un client potentiel, de quelqu'un qui va vous embaucher? Est-ce qu'il y en a qui vous mettent à l'épreuve, par exemple? Écoutez, j'ai eu un Pour être sûr que vous êtes la démentaire bonne. qui m'a mise à l'épreuve, vraiment un fou furieux qui me met à l'épreuve. Donc il me convoque, je pars avec sa Rolls, il vient me chercher, donc son chauffeur vient me chercher avec la Rolls, et puis il me dépose dans une rue, pas loin du restaurant. Et là, je vois 3 malfrats qui sortent comme ça, qui commencent à venir vers moi, qui me tapent dessus, donc je riposte, bien sûr. Et je m'en sors très très bien. Et en fait, je suis allée le rejoindre au restaurant, il m'a dit que c'était justement pour me mettre à l'épreuve. C'est lui qui avait organisé cette c'est lui qui agression, en avait fait, mis, pour voir ouais. si vous étiez capable de le défendre vraiment. Et vous lui avez dit quoi, au revoir, ou vous lui avez dit, bah voilà, je suis là? Non, j'ai tout planté dans le caviar, parce qu'il y avait une coupe de caviar devant lui. Vous n'avez pas apprécié la méthode, quoi? Non, je trouve ça un peu abject même, quoi.
Donc en fait, vous êtes la preuve vivante qu'une femme vaut bien un homme sur le terrain quand il s'agit de garder le corps de quelqu'un. Je vaux plus qu'un homme. Plus qu'un homme? Ah oui. Ouais. 5 hommes. 5 hommes? 5 hommes? 5 au moins. On vous croit sur parole. Merci Stéphanie Caillé. Alors, moi, j'ai une petite surprise des garçons, comme d'habitude. Voilà. Et je vais vous présenter une femme de choc qui s'appelle Micheline Tissier, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, Bonjour madame. Bonjour Micheline. Alors ça, c'est ce qu'on Vous appelle avez une belle poigne, hein? le parfait garde du corps qui va vous aider à devenir de vrais gardes du corps en vous donnant 2 petites Parce qu'on techniques. change de métier ce soir, on devient garde du corps. Voilà. Elle est quoi, docteur Vous êtes en une quoi, spécialiste en Karaté, docteur en aikido. Docteur en aikido. Voilà. Donc vous allez nous apprendre les gestes de protection Voilà, je vais, vous élémentaires. montrer, je vais vous montrer 2 techniques et ça vous permettra de maîtriser d'éventuels agresseurs. D'accord. Donc je vais demander par exemple à Pascal. Oui, pourquoi c'est vous toujours allez, sur moi que ça Non mais c'est tombe pour, en c'est pour premier? commencer, c'est mieux. Vous allez m'attaquer. Moi c'est plutôt la théorie, lui c'est la pratique. Hein. Il va donc faire une Alors- attaque latérale. Une Ne attaque bougez pas de ce type, Genre- de ce genre, je vous type, donne une grande baffe, de ce quoi. type par exemple. Mais moi je ne et bats jamais qui une prend femme. tout son sens évidemment quand il y a un couteau. D'accord, donc D'accord. genre je vous porte un coup de couteau. Voilà, Main par gauche exemple. ou main droite, vous donnez une préférence? Peu importe. Et ce qui va être déterminant, c'est l'entrée et la frappe que vous allez donner dès l'entrée. D'accord. D'accord. Donc j'y vais franco quoi. Vous y allez et non mais c'est pour ensuite quand vous allez le faire peut-être Ouais. sur Laurent, je sais pas, on verra. j'aimerais bien, oui. Voilà, d'accord. Ok. Hop. Ok. Voilà. Maintenant on va venir là. Je suis déjà... Alors Pascal, C'était pas la peine, j'étais déjà hors service debout. Hein. J'étais déjà hors service alors debout. maintenant, deuxième technique. Attendez, excusez-moi. On vient voir, attends, faut que je le briefe. Tu vas arrêter de faire la mauviette. Et tu vas être un peu plus courageux que ça, ok? Ouais, oui, Laurent, vas-y. Laurent, non, ça tombe bien, ça va être votre Attendez, tour. faut l'expliquer. Alors, deuxième Vous pouvez technique, l'expliquer plus Laurent. doucement? Oui, Alors bien je sûr. tape comme ça parce que... Alors, voilà, si par exemple quelqu'un vous agresse, première chose ici, Ouais. vous frappez très fort. Sachant que cette frappe, elle est Et il est normalement tout creux à l'intérieur ou quoi? dans le visage. D'accord. Ah oui, d'accord. Alors, Elle est où, normalement, elle est où la frappe Ensuite, normalement? vous sur prenez le visage. sur le visage. D'accord. Ouais. Ensuite, vous prenez le poignet. Oui. Juste explique. D'accord. C'était juste expliqué. Hein. C'était juste Pascal, montré au ralenti. Quoi. Vous avez bien J'ai compris la première oui, j'ai technique. vachement compris. Deuxième technique, deuxième élève. Je pars, boum. Laurent, deuxième Ouais. technique, vous êtes le deuxième élève. Écoutez bien ce qu'elle va vous Mais ça dire. va, on l'a vu déjà une première fois, il n'y a pas besoin de le Non, faire non, deux non, fois. la quel mauviette. intérêt? Non. Attends. Tout à l'heure, on a joué le malin. Bonjour, Bonjour. Laurent, je suis ton ami. Micheline. Eh Non, mais on va faire ça Je ne vais doucement. pas te faire de mal, tu sais. Non, on va faire ça tout doucement. Tu vis chez tes parents? Tu es là toute seule ce soir? Donc alors la deuxième, on va passer tout de suite à la leçon. Ah oui? À ce Mais moment-là, ça, d'accord? c'est une Pas de attaque qui préliminaire. vient dans le dos. On se tourne donc. En l'occurrence, un... Non, on se calme. Moi, ton ami. Vous allez Oui. donc me prendre à bras le corps, comme ça, d'accord? Je vais vous prendre à bras le corps. Oui. D'accord? Alors, pour cette technique, ce qui est très très important, allez-y. Oui, bah oui, j'arrive. Attendez, vous allez pas me faire me retourner par terre et Non, tout non, machin, non, hein, non, doucement non, avec non, moi. non, non, Allez, on y va vas-y, très t'es calmement, lent. on y va très calmement. Ce qui est important, Et qu'est-ce que je vais vous faire? alors, La prendre à bras le corps, là, voilà, comme ça. voilà. Et ce qui est, Prends-la dans les bras. voilà. Ce qui est important, c'est de Je ne peux pas. pas. Non, non. Ce qui est très important. Laurent, On reprend la leçon. Bon, attendez, comment on fait alors? Moi, je veux bien. Allez, Non, je vous ai pas provoqué. on prend à bras le corps. Oui. Ok. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser saisir les mains du partenaire. Ah. Donc, hop, on Donc lève. tout de suite, on écarte Comme les ça, bras. donc. Voilà, vous écartez les Ça, bras. j'arrive pas. Ensuite, vous prenez la main et vous tournez. D'accord? Mais non, mais ça, j'ai compris. Mais non, il n'a pas compris, il n'a pas compris. Plusieurs possibilités. Mais c'est... Mais aïe! Attendez alors. Ok. T'as compris? T'as compris ou pas? Alors maintenant, s'il vous Eh, plaît. les cheveux, ça fait mal. S'il vous plaît. Désolée. S'il Elle vous m'a plaît. ruiné la touffe. J'ai eu mal pour toi, Laurent. Ah, Allez, dis s'il donc, vous plaît. T'as compris Alors ou pas? maintenant, est-ce que vous avez bien compris la leçon? Ouais. Ça, T'as c'est le bien deuxième mémorisé geste. la deuxième technique? Le deuxième geste? Bah, la deuxième, il faut c'est empêcher qu'on vous mette les mains comme ça, mais au ralenti, hein. Et pas les cheveux. D'accord. Comme ça. Donc ici, on prend la main, Aïe. on sort le bras là. Mais attendez, et si je résiste, qu'est-ce qui se passe là? Ça Ah bah casse. ça casse. Je résiste pas. Ok. Et alors après, ça Deux me fait possibilités. mal. Oui, ça fait mal. Mais avec deux doigts, vous faites ça, c'est incroyable, c'est ça les kilos? Voilà. Putain, ça fait mal. Ici, soit vous continuez au sol Ah, d'accord, directement, soit vous prenez comme Par j'ai les fait cheveux, oui. les cheveux en arrière et là, on Un frappe. coup de poing. Alors le coup de poing, on va éviter. On va éviter.
C'est facile en fait. Ça, c'est la folie, hein. Pascal Laurent, Oui. je vous annonce que vous allez être les gardes du corps de On est- Muriel Hermine. Oh mon Dieu. Ah oui, viens, tiens là. Et Jacques Legros. Et j'ai une idée. C'est tellement physique que j'en avais fait sûr. Hein. J'ai une idée. On va dire que vous êtes par exemple Voilà. Bill Clinton Alors maintenant. et Monica Lewinsky. Comme par hasard. Et que nous, et Hilary. On est d'accord les garçons, vous êtes leur garde du corps. Bon, vous Exactement. inquiétez pas, on est bien entraînés. Hein. Alors sachez que là c'est facile, hein. Tout Ouais. est tranquille, il n'y a personne, hop, on joue les gardes du corps. Mais il y a 2 agresseurs cachés dans cette salle. S'il vous plaît les agresseurs. Où sont où les agresseurs? Oh là là. Non, il fait mal, il fait mal. C'est ma présidente. Attention, ça c'est Il y a pour mon Pascal. Alors maintenant c'est Laurent qui va jouer les gardes du corps. Mais de qui? Madame la Présidente. De nous. Vous inquiétez pas, Madame la Présidente. Protection rapprochée Ouais, s'il vous t'inquiète plaît. pas. Avec la Vous deuxième protégez les technique, deux. hein, les cheveux. Oublie pas Laurent, les cheveux. Vous protégez les deux. Ouais, vous inquiétez pas. Allez s'il vous plaît, surprise. Deuxième agresseur s'il vous plaît. Je vais attaquer par derrière. Sécurité, sécurité, j'assure. On marche, on marche, Pas on marche, de on marche. problème, je suis là, vous inquiétez pas, Monsieur le Président. Non, non, N'oublie pas les cheveux. Attends. Pause. N'empêche, ils sont ça et sauf. Un conseil. Si vous avez besoin de garde Vas-y, du corps, attaque le couteau. oubliez Pascal et Attaque avec Laurent. le couteau. Vas-y, je me souviens. Vas-y, couteau. Non, le couteau, on a dit. Non, c'est bon. Allez, vas-y. T'attends le temps, c'est le président, on s'en fout, nous. On est entraîné que pour le couteau. Merci à vous tous, bravo pour la démonstration. On n'est pas encore prêts. Hein. Un grand merci à Micheline Tissier. Oui, on lui dit pas merci, nous. Hein. Jacques Legros, vous êtes un mauvais président et un mauvais employeur, mais vous êtes un bon animateur et un bon journaliste. On le sait tous les mois dans Plein les yeux sur Merci. TF1, produit par Stéphane Courby et Arthur. Des documents sur les sauveteurs, on en a vu quelques-uns, tirés notamment pour certains de votre émission. Merci d'avoir été notre invité. Je vous en prie, C'est merci super beaucoup. chaud. C'est du un plaisir, Jacques. Muriel Lewinsky. Muriel Hermine, merci d'avoir été notre invité. Crescendo, c'est tous les jours, 18h30 et 21h. Dans le, Du mardi au samedi. dans le parc d'Issy. Pas le dimanche, pas le lundi. Emmenez-y vos enfants, c'est formidable. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans une semaine pour parler des histoires étonnantes et drôles des mariages. Salut, bonne soirée sur